Salut la commu, je suis de retour. Elle ne lâche plus le Twitch. Ah non, c'est vrai que c'est addictif. Je suis devenue complètement accro, t'as vu, c'est hyper sympa. C'est addictif. T'as l'impression de parler solo. Exactement. C'est pas mal. Mais on n'est pas solo. Mais en fait, on n'est pas solo et c'est hyper sympa. Donc là, le programme, c'est que tu vas me poser et me dévoiler toutes les questions et je vais devoir y répondre. Ouais. Donc normalement, ça va bien se passer parce que je pense connaître le sujet. Ouais, je crois que tu connais pas mal parce qu'en plus, au LTO Camp, pareil, j'étais pas toute seule. On travaille beaucoup en binôme parce que nous, on aime bien tout ce qui est dynamisme et tout ça. Donc on était toutes les deux à la conférence. Donc effectivement, les questions lors de la conférence, tu les connais très bien. Tout à fait. Et en plus, sur LinkedIn, pareil, c'est hyper riche d'enseignement. Donc, on a énormément parlé des différentes questions qu'on avait pu avoir sur les réseaux sociaux. Donc, voilà, ce que je te propose, c'est que je les pioche au hasard. Allez, et puis c'est parti. Je te la lis et tu réponds. Super. Ok. Question pour un champion, le truc un peu. Ah, on aurait pu faire un score. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais normalement, mais j'aurais eu 100%. Bah ouais. Normalement, t'as 20%. Alors, les questions, les papiers pour maison aussi, vous pouvez le voir, on est hyper doués. Alors, quel support pour faire une roadmap édito ? Alors nous, le support qu'on utilise le plus à l'agence, pour le coup, c'est que après la présentation des constats de l'audit éditorial, qui là se passe plutôt en Google Slide, la roadmap, nous, ce qu'on aime bien faire, c'est la faire sur un Google Sheet. Donc en fait, un fichier de tableur tout simplement. Pourquoi ? Parce que ça va nous permettre en fait de chacune des recos les mettre dans des lignes spécifiques et de pouvoir aussi les prioriser donc par action et par en fait taux d'effort versus résultat attendu. Tout à fait. Et en fait, donc, on va pouvoir tout simplement résumer les recommandations et surtout, c'est une roadmap collaborative. C'est-à-dire, j'allais dire, voilà, hyper important. Hyper important, en fait, que nos partenaires aient accès à la roadmap, qu'ils puissent y contribuer. Et ça nous permet aussi de monitorer, en fait, toutes les actions de recettage. Dès qu'il y a une action qui est mise en place, en fait, donc en général en pré-prod, c'est quand même mieux. C'est peut-être mieux. On va pouvoir venir recetter, faire des retours si besoin, etc. Donc finalement, ça fonctionne un peu comme des tickets. Mais nous, on passe par Google Sheet. Voilà. Après, sachant que vu que l'éditorial, vous l'avez vu, c'est aussi de la technique, on peut tout à fait se permettre d'ouvrir des tickets avec l'équipe de dev du partenaire ou les nôtres en interne si besoin. Et d'ailleurs, parfois, c'est plus simple. On le propose directement. Complètement. Le plus simple, c'est qu'on nous fasse les tickets et qu'on puisse répondre directement sur Jira, notamment, aux questions des développeurs. Et on peut aussi, par exemple, utiliser Notion aussi. Pourquoi pas ? Nous, c'est un espace qu'on utilise beaucoup avec nos partenaires. On peut tout à fait imaginer de construire une roadmap à l'année sur Notion, ce qui est aussi hyper pratique. Donc voilà, plusieurs finalement. Tu viens de dire un terme hyper intéressant, c'est à l'année. Ouais, à l'année. En fait, quand on fait un audit édito, on va avoir la tonne de recommandations. Et en moyenne, combien d'actions on a et sur combien de temps ça nous amène ? Alors, en moyenne, toutes les actions se déroulent sur toute l'année. Finalement, ça met... Alors, on a 2 mois de phase d'audit, on va dire à peu près. Et après, on attaque l'opérationnel. Vraiment, ça déroule sur toute l'année en fonction des priorités qu'on a données. Et les actions, ça va dépendre de l'état de santé du site, de sa visibilité. Mais il peut très bien y avoir 50 actions, 50 items éditoriaux à développer sur l'année. Donc, c'est vraiment quelque chose... En fait, c'est pas... on revient toujours à l'écriture des titles, l'optimisation des templates de pages, etc. C'est vraiment quelque chose qui nous occupe tout au long de l'année et qui va faire intervenir plusieurs corps de métier aussi. Ouais, c'est ça. Donc en fait, nous, avec notre méthodologie et tout ce travail d'analyse de data, de récupération de data et de tous les KPI qu'on vous a cités, finalement, on a de quoi s'occuper large. Ah oui, largement. Large. Alors que de refaire des titles par template, pas sûr. Pas sûr que ça nous occupe très longtemps. C'est ça. Ok, deuxième question. Ouais. Allez, c'est parti. T'adores. J'adore. Pas de suspense. Bah oui. Alors, combien de temps vous mettez à faire un audit éditorial ? Ah, très très bonne question. Alors là encore, ça va dépendre de plusieurs paramètres. Déjà, le paramètre, c'est que si l'analyse sémantique elle est foirée, là, il peut être très très long ton audit éditorial et surtout très vide. Non, mais en général, ça va dépendre du secteur. Donc, par exemple, sur des gros secteurs, je sais pas, je vais prendre la décoration. Sur des sites, ça va dépendre aussi du nombre, de la volumétrie de pages, en fait, de vos sites, de votre nombre de templates de pages. Donc, je dirais qu'en moyenne, on est plutôt sur 4 jours. Ouais, ça va. Voilà, 4 jours, c'est plutôt une bonne moyenne. Il y en a qui peuvent nous prendre 3 jours.
comme d'autres 6 jours. Ça dépend vraiment en fait de la volumétrie de page, du secteur d'analyse, de l'état de santé, de ce qu'on remarque aussi, de plein de paramètres. Mais 4 jours, c'est une bonne moyenne de prod pour fournir, faire toute l'analyse de la data qu'on a récoltée, fournir des insights hyper concrets et réaliser la roadmap. Tout à fait. Et je me souviens, en fait, on nous avait posé cette question-là parce que quand on avait fait notre conf, tout le monde avait dit « Waouh, mais c'est un travail monstrueux ». On avait vu que ça effrayait un peu et c'est pour ça qu'on avait eu cette question, mais combien de temps tu mets en fait tout là La preuve que dans les agences, on n'acte pas. Non, il y a de la vraie expertise SEO et que oui, on est capable de mettre en place des trucs qui sont vraiment pointus et oui, on prend le temps de faire les choses aussi. Complètement. C'est hyper stratégique pour la suite de l'accompagnement. En fait, tu gagnes un temps de dingue après. Bah oui. Donc, certes, là, sur le coup, ça fait peut-être un investissement important, mais il n'empêche que c'est hyper bon. J'ai l'impression que Clémence allait m'engueuler parce que je faisais du bruit avec la box. Oui. Pardon, j'arrête tout de suite. Mais t'as vu, t'as même pas besoin de nous parler, je t'ai compris juste avec... Et puis en plus, si on est sur, juste pour compléter, si on est sur un gros audit avec beaucoup de pages, beaucoup de templates, etc., on peut tout à fait, alors ça n'empêche pas que l'audit soit hyper complet, mais on peut aussi venir refaire des focus très spécifiques après coup, si besoin. Ouais, bien sûr. Voilà. Puis parce que le business se développe, il lance une nouvelle catégorie de produits, tout ça. C'est un rien audit qui vit à l'année, Rien n'est figé. Je refais du bruit Clémence avec la Secret Box. Je l'éloigne un peu. Comme ça. Alors, autre question. Vous n'avez pas parlé de la duplication. Comment on fait pour la repérer et la gérer? Alors, la duplication de contenu, c'est un sujet qui est évidemment hyper important en SEO, on le sait. Google n'apprécie pas tellement que ce soit de la duplication on-site ou externe. En fait, on pique des contenus, ça y est pas non plus. Et c'est pas bien du tout. Mais pour la repérer, en fait, on va la repérer grâce à un crawler. Il y a pas mal d'outils qui existent, qui sont focus sur la duplication de contenu, mais nous, on utilise majoritairement OnCrawl ou Screaming Frog. Pour ne citer deux, qui sont les deux plus gros crawlers avec Botify, à peu près, qui coûtent très cher sur le marché français. Et en fait, dans OnCrawl, ils ont une catégorie carrément duplicate content quand vous analysez votre crawl qui est hyper pratique. Donc c'est comme ça qu'on va la détecter. Et en fait, surtout, ce qui est hyper important, c'est de s'intéresser en fait au cluster de duplication. Donc vraiment les URL qui sont considérées comme dupliquées entre elles, parce que ça va vous donner des indications et vous permettre d'analyser pourquoi ils les considèrent comme dupliquées, etc. Et si je peux vous donner un petit tips aussi pour la duplication de contenu. T'as le droit. Merci. Tu peux. C'est le but. C'est que y a certains sites qui ont des templates, en fait, des gros menus et des gros footers. Et en fait, ça, les outils, ils n'arrivent pas encore à le dissocier de la duplication de contenu ou assez mal. Ouais, on va te dire que Botify le fait mieux. Ouais, après je ne sais pas, à voir. Je pense que c'est toujours à prendre avec des pincettes. Exactement, parce que en plus, c'est quand même pas évident. Ce n'est pas un jugement. Et voilà, tout à fait. Mais du coup, pour le coup, quand vous avez ce genre de configuration, essayez d'analyser les pages qui ont un taux de duplication de contenu qui est supérieur à 75-80%. C'est déjà une bonne base. Voilà. Comme ça, votre donnée, elle sera beaucoup plus pertinente. Et puis après, pour la gestion de la duplication, ça va dépendre de pas mal de paramètres, mais un des bons moyens, c'est d'utiliser des canoniques. C'est très fréquemment utilisé sur tout ce qui va être e-commerce, notamment quand on a des déclinaisons de produits. En fait, on va choisir le produit qu'on veut indexer en fonction du potentiel, du volume de recherche, des mots-clés sur lequel il est positionné, par exemple. Sur d'autres cas, on peut aussi envisager des 301, par exemple. Mais voilà, canonique, 301, ou de la réécriture de contenu. Mais quand on est sur des milliers et des milliers de fiches produits, très compliqué. Donc, plutôt passer par de la canonique. Voilà. Mais effectivement, on ne l'a pas évoqué aujourd'hui, la duplication, parce qu'on ne peut pas tout évoquer, parce que sinon ça part... c'est un sujet à part entière. C'est un sujet à part entière. Mais c'est un super KPI que nous, on utilise et qu'on check de fou pour notre stratégie de contenu. C'est indispensable. Surtout sur les sites e-commerce, nous, on n'a pratiquement que ça en plus. Du coup, c'est indispensable de checker ça. Complètement. On passe à l'autre. Allez, autre question. Comment faites-vous pour récupérer tous les mots-clés de l'analyse sémantique? Comment on récupère ces mots-clés? Tout simplement, on va utiliser des outils, mais on va surtout croiser les sources d'outils. C'est-à-dire qu'on ne va pas uniquement récupérer des mots-clés, par exemple, depuis la plateforme Google Ads. Non. On va pouvoir utiliser du SEMrush, du Ahref, etc. Et surtout, quand on recherche les mots-clés,
on ne fait pas un export des mots-clés sur lequel votre site ou le site de votre concurrent est positionné. Ça n'a pas de sens parce qu'en fait, votre concurrent, peut-être qu'il est positionné sur 20 000 mots-clés, mais si vous faites un export, en fait, vous n'allez pas analyser la réelle demande des internautes, vous allez juste voir lui sur quel mot-clé il est positionné, mais peut-être qu'il est passé à côté de thématiques ou de mots-clés hyper pertinents. Il ne fait pas du tout la même chose, enfin pas tout à fait la même chose que vous. Exactement, donc il faut vraiment, dans votre recherche de mots-clés, mais ça rejoint ce que disait Kate au début, il faut bien comprendre le secteur d'activité. Donc il faut vraiment chercher les mots-clés à l'aide d'outils à la main, j'ai envie de dire. Il faut aussi ne pas hésiter à regarder tout ce qui est les mots-clés suggest, les mots-clés sous forme de questions. Et surtout, on ne récupère pas uniquement les mots-clés qui sont volume de recherche. J'allais dire. Bah oui. Est-ce qu'on récupère que les mots-clés avec du volume de recherche? Bah non, bien sûr, on récupère tous les mots-clés. Même s'il n'y a pas de volume, ça peut être hyper intéressant parce que ça peut quand même générer un trafic hyper qualifié. S'il y a 0 sur Google Ads, ça ne veut pas dire que le mot-clé n'est pas recherché. Il existe, donc il est recherché. En plus, sur les sujets, souvent, c'est des mots-clés qui ont très très peu de volume, voire pas du tout. Mais pourtant, c'est dans les sujets, donc ça veut dire que Google fait bien la connexion. Et que si l'internaute il clique sur ce suggest-là, en fait, complètement. Tu peux te positionner dessus, c'est hyper pertinent. Et puis quand on voit, j'ai plus les chiffres en tête, mais la part de nouvelles requêtes qui arrivent sur Google chaque mois, c'est des chiffres dingos. Forcément, on n'a pas la donnée du volume de recherche parce que, vous avez compris quoi. Donc voilà comment on fait pour récupérer les mots-clés. On mixe les sources, hyper important. Alors, autre question. Je crois que c'est l'avant-dernière. Ah, t'en as marre déjà, non? Non, ça va. Ah non! J'ai remis le papier dedans. C'était la dernière, là. Là, c'est la dernière. J'ai remis le papier. Alors, comment faites-vous pour définir l'intention de la recherche pour chaque mot-clé? On l'a un peu vu. Kate vous l'a pas mal montré. On peut s'aider d'outils. Donc, nous, comme Autoritas, SEMrush le fait aussi très bien. Il y a plein d'outils qui peuvent vous aider, mais le mieux, franchement, ce qui fonctionne le mieux, pas en termes de rapidité, mais de jus de cerveau, entre guillemets, vous tapez la requête en fait dans Google. Surtout c'est très stratégique. C'est ça. Sur des trucs hyper stratégiques où tu veux vraiment vérifier, tu peux. Exactement. Et du coup, en fait, tout simplement, tu analyses la SERP et tu vois quel type de contenu se positionne. Est-ce que c'est des contenus plutôt des fiches produits, plutôt e-commerce? Est-ce que c'est des guides d'achat? Est-ce que c'est des articles de blog? Donc voilà. Donc nous, on aime bien croiser les sources, la donnée Autoritas, mais aussi faire des petites recherches quand même à la main. C'est hyper important. Très bien. C'est top. On a répondu à toutes les questions. Je pense que du coup... mais on va la réutiliser, cette secret box, ça va devenir un peu... C'est pas mal. C'est une petite iconique maintenant chez Flair. Donc vous la retrouverez sans doute dans d'autres Moon Live avec d'autres surprises. Mais voilà, en tout cas, je pense qu'on a...